Parce que c'est notre histoire à toutes. Parce que nous sommes toutes capables de nous réaliser pleinement. L'être extraordinaire dans l'ordinaire est un podcast qui recueille la parole des femmes à la vie ordinaire comme vous et moi. Elles partagent avec nous leur parcours et ainsi nous rappellent à quel point chaque vie est extraordinaire. L'être extraordinaire dans l'ordinaire, épisode 1. L'estime de soi est une base nécessaire pour permettre à chacune de cultiver suffisamment de confiance en soi et ainsi se permettre de développer des projets et donc de nouvelles capacités et compétences. Les femmes sont nombreuses à nourrir une piètre opinion d'elles-mêmes, allant même jusqu'à se sentir illégitimes lors de leur réussite. Développer un autre regard sur soi, se porter de l'amour, demande une bonne connaissance de notre système de valeurs et un dépassement de notre héritage historique, des injonctions sociales ou alors de notre construction familiale. Camille, 36 ans, pour ce premier podcast « L'être extraordinaire dans l'ordinaire », partage avec nous un moment de son parcours de vie, durant lequel elle a décidé de renoncer pour apprendre à se respecter et à s'aimer. C'est du Cosmiti. Il y a un peu du caramel, mais c'est léger. Du sucre, ça rend ou pas ? Oui, c'est un peu. La question de l'estime de moi-même, ça a été une vraie question à partir de mes 23 ans, quand j'ai commencé ma thèse. Quand j'ai fait mes études d'archéologie et que je me suis spécialisée en géomorphologie, j'ai toujours eu cette sensation d'illégitimité. Puisque je n'avais pas fait d'études de géologie ni de géographie, ce qui fait que j'avais le cul entre deux chaises. Je n'étais plus archéologue, mais je n'étais pas géomorphologue. Et pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi de me trouver une place. Et si j'ai fait une thèse, c'était pour continuer à me former et à me spécialiser. Parce que j'estimais que je n'avais pas les bagages nécessaires pour faire ce métier. Sauf que ça a été un peu une descente aux enfers, parce que finalement, ça a conforté le fait que j'étais... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a conforté le fait que j'étais illégitime là-dedans. Parce qu'en fait, on me faisait ressentir le fait que j'étais pas à ma place. Et ça a été très dur à vivre. Bon, en gros, après, ça c'est pareil, les autres personnes auront un autre point de vue, mais en tout cas, moi, mon point de vue, c'est que on me demandait de tout savoir. Sauf que j'étais en formation, donc je pouvais pas tout savoir. Et je n'arrivais pas à trouver un moyen de tout savoir. Et du coup, je pense que j'ai fait un burn-out petit à petit. Il n'y a pas de moment précis. J'ai pas eu un déclic, mais ça a été un peu sur le temps long où je me suis dit ça va pas. J'ai pas confiance en moi. Enfin là, j'y arrive pas. Est-ce que c'est parce que je suis nulle ou est-ce qu'il y a un autre souci ? Et donc c'est là que je suis allée voir une psychologue. Donc au début, il y avait pas du tout. C'était pas une question de burn-out. C'était plutôt j'en ai marre de me sentir nulle. Je bloque sur mon travail, je bloque sur mes études, je bloque sur tout. Donc je vais aller voir une psychologue pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, et essayer de travailler là-dessus. Je sais plus pendant combien de temps je suis allée la voir, peut-être 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et au final, à un moment donné, j'ai pris des antidépresseurs parce que je faisais un burn-out. Et en fait, ça m'a menée à l'abandon de ma thèse. Qui a été la meilleure décision de toute ma vie. Et en fait, tout le travail que j'ai fait, donc je dirais pas que j'ai hyper confiance en moi maintenant. Enfin, c'est toujours un travail. Est-ce qu'un jour j'aurai confiance vraiment, réellement en moi ? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets maintenant. Pendant ma thèse, j'avais un contrat
Alors, c'est pas du tout un contrat en alternance, mais en tout cas, je passais 6 mois de l'année sur ma thèse, à travailler à l'université, et 6 mois en entreprise. Du coup, mon travail de thèse avançait beaucoup moins vite que si je passais 100% de mon temps dessus. Et par contre, à l'université, à mon laboratoire de recherche, on attendait quand même de moi que je fournisse des résultats comme si je passais 100% de mon temps sur ma thèse. Donc bien sûr, il y avait quand même une tolérance, mais j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je bataille pour dire oui, mais je travaille 6 mois de l'année en entreprise, donc du coup, je peux pas avancer aussi vite. C'est pour ça qu'il y a pas les résultats attendus. Et en fait, ça m'a. C'est quelque chose que j'ai subi. Donc, d'une part, il n'y avait pas ce côté où on me dit clairement qu'il faut que je sache tout, mais par contre, on demande des résultats et le fait de ne pas les donner font aussi que il faut tout faire, tout savoir parfaitement. Enfin, c'est l'impression que j'ai ressentie. L'abandon de mon doctorat, ça a été une décision quand même difficile à prendre. Je l'ai quand même mal vécu sur le moment, puisque c'est quand même... c'est un abandon. Quelque part, il y avait cet échec, un sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi, parce que j'ai quand même été inscrite en thèse 6 ans. Donc au bout de 6 ans, abandonner alors qu'on a l'impression quand même d'avoir avancé, c'est vraiment dur. C'est vraiment un effort. Et en même temps, ça a été une libération. De s'apercevoir que ma vie n'était pas finie, que justement j'allais enfin commencer autre chose. J'allais enfin faire quelque chose d'autre de ma vie, ne plus être étudiante. Et ça, du coup, j'ai été étudiante jusqu'à mes 30 ans, 31 ans. Et du coup, c'était une espèce de « Waouh, je ne suis plus étudiante, je commence ma vie d'adulte à 31 ans ». Donc ça a été aussi, oui, une espèce de petite renaissance sur qu'est-ce qu'on fait quand on est adulte et qu'on entre dans la vie vraiment professionnelle. Je connaissais la vie professionnelle, mais j'avais toujours ce statut d'étudiant qui faisait que je me considérais pas comme une adulte, en fait. Pourtant, ça faisait... depuis 2012 que j'avais des contrats en archéologie préventive, donc j'étais quand même dans le milieu professionnel. Parfois, j'ai quand même ce revival d'étudiante. Quand je parle à un collègue géomorphologue, je vais parfois avoir tendance à me remettre dans cette position-là, la position d'élève. Et du coup, malgré tout, le fait d'abandonner ma thèse, ça m'a de fait mis dans une position où je n'étais plus étudiante. Et donc ça a été aussi le regard des autres. On te considère plus non plus de la même façon. Je pense que c'était rassurant pour moi d'être dans une position où j'étais encore en train d'apprendre. Parce qu'encore une fois, cette question d'estime de soi, ou si je fais des études, ça veut dire que je suis pas censée tout savoir. Alors qu'une fois que c'est terminé, alors je dis pas que je suis censée tout savoir, parce que on est toujours en train d'apprendre. Ça maintenant, ça c'est plus. Je me dis pas que je dois tout savoir, alors qu'avant c'est ce que je me disais. Mais du coup, le fait de plus être étudiante dans mon rapport à l'autre, ça m'oblige moi-même à me mettre sur un pied d'égalité avec l'autre. Je pense que de toute façon, moi, le travail que j'ai fait sur l'estime de moi, sur la confiance que j'ai en moi, elle a servi dans plein de domaines différents.
je me pose la question du coup si dans mes relations amoureuses ça a eu une incidence. Parce qu'au moment où je suis allée voir une psychologue, j'étais en couple, j'habitais avec la personne. C'est pas vraiment la question de l'estime de soi, c'est plutôt parce que en fait avec la psychologue, je parlais aussi de mon couple, comment ça se passait dans mon couple. Donc j'ai aussi fait un travail sur mes relations amoureuses, en fait, sur moi, comment je vivais le couple, comment fonctionnait le couple, en fait, et comment je fonctionnais dans le couple. Du coup, dans mes relations amoureuses, je dirais, enfin c'est marrant, je dirais qu'il y a eu un avant la thèse et après la thèse. Même si je suis restée en couple avec la même personne après ma thèse. Je sais pas si vraiment ma thèse a eu une incidence sur ce que je pense des relations amoureuses, parce que ça n'a absolument rien à voir. Donc je pense que c'est plutôt le travail que j'ai fait sur moi-même qui m'a mené à une réflexion sur mon couple. Donc c'est pas ma thèse, c'est plutôt ma confiance en moi, mon travail sur mon estime de moi, qui m'a mené à cette réflexion sur qu'est-ce que je voulais dans un couple. Et donc à ce moment-là, la personne avec qui j'étais, on avait une très grande complicité, mais par contre on n'avait pas les mêmes envies, on n'était plus sur la même longueur d'onde, on va dire, sur nos choix de vie, et on va dire que j'ai toujours eu une tendance à aller jusqu'au bout dans le couple, jusqu'à ce que vraiment, je suis toujours restée jusqu'à vraiment n'en plus pouvoir, ne plus supporter la relation, et jusqu'à me dire que là je peux plus fournir aucun effort, j'ai fait tout ce que j'ai pu, donc je vais m'arrêter là. Là, ça a été un peu différent parce que la décision est aussi venue de lui. On va dire que c'était une décision d'un commun accord, ce qui m'était jamais arrivé jusque-là, en fait. Et je pense qu'il y a aussi ce travail sur moi qui a joué sur... là, on a pris la décision ensemble, mais ça venait de lui aussi, puisqu'on était deux. Alors qu'avant, les hommes avec qui j'étais ont en fait attendu que ce soit moi qui les quitte. Je dirais pas que ça a été facile à vivre, parce qu'une rupture, c'est toujours compliqué quand même. Mais je l'ai fait en sachant qu'on avait tous les deux pris la bonne décision. Et après ça, par contre, j'ai eu cette envie de me recentrer sur moi-même, ce que je n'avais jamais fait avant. Donc là, en fait, à la fin de cette relation de 5 ans, je me suis dit non. En fait, là, j'ai juste envie d'être seule avec moi-même. Et j'ai plus envie je n'ai plus envie de trouver ce dont j'ai besoin dans le regard de l'autre. En fait, je pense que j'avais vraiment ce besoin d'exister à travers quelqu'un. Comme si c'était l'autre personne qui allait combler un manque en moi. Et justement, je pense que c'est lié à l'estime que j'avais de moi-même, où j'avais besoin que quelqu'un me dise « Camille, tu es jolie, Camille, tu es intéressante, Camille, ce que tu fais, c'est génial », parce que je n'arrivais pas à me le dire moi-même. Et par contre, après ma thèse et donc après cette rupture, je me suis dit « non, mais en fait, je suis bien avec moi-même, je suis bien toute seule ». Je suis intéressante, je suis géniale, je suis trop bien. Donc ça a été, là je pense que ça a été un peu le déclic aussi. C'est là que je me suis dit, je vais vachement mieux. Je vais bien parce que justement je suis bien toute seule avec moi-même. C'est chose que je n'arrivais pas avant. Donc oui, là on peut dire qu'il y a eu un avant la thèse et un après la thèse, ou plutôt un avant travail sur moi et un après travail sur moi. Au bout de 9 mois, j'ai rencontré quelqu'un, mais du coup, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que justement, je venais de me retrouver. Et là, je me suis dit, mince, je vais retomber dans le même schéma, en fait. Et sauf que j'ai l'impression que
le hasard, le hasard n'existe pas, je sais pas. Mais si j'ai rencontré cette personne en particulier, je pense que ce n'est pas dû au hasard non plus. Je pense que suivant comment on se sent nous-mêmes, on va rencontrer des gens qui nous correspondent ou qui correspondent à l'état dans lequel on est à ce moment-là. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une vision différente de la vision que j'avais du couple. En sachant que ma vision du couple, j'en avais pas vraiment. C'était un peu inconscient. Mais avec le recul et en discutant avec lui, justement, je me suis rendu compte que la vision que j'avais, c'était je me mets en couple pendant un certain temps. Ensuite, on habite ensemble. Et après, ce n'est jamais arrivé jusque-là, mais dans ma suite logique, c'était on vit ensemble, on a une maison où on se marie. Enfin voilà, c'était un peu ce package-là sans les enfants, parce que j'ai pas forcément envie d'être mère. Mais en tout cas, il y avait tout le reste du package. Mais par contre, c'était inconscient. C'est parce que là, je saurais pas répondre à la question est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Est-ce que c'est la société qui veut ça pour moi ? Il y a un peu des deux. Enfin, on va dire que j'ai été baignée avec l'idée du prince charmant, tout en sachant que je ne voulais pas du prince charmant, donc en rejetant un peu cette idée, mais quand même en allant vers là, en recherchant inconsciemment celui qui remplirait toutes les cases. Et donc cette relation, la relation que j'ai actuellement, elle m'a un peu chamboulée justement dans les idées que j'avais, dans mes certitudes qui finalement n'en étaient pas. Enfin, c'était dans des espèces d'idées préconçues en fait. Et en discutant, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de vivre avec la personne, que c'était pas la seule solution qu'il y avait pour construire un couple. Par rapport au travail que je continue de faire sur l'estime de moi, je pense que c'est un travail qui se terminera jamais. Parce que je pense que j'aurai toujours ce petit truc de est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que... Enfin, il y a un petit côté aussi perfectionniste, je pense. Mais par contre, j'essaye de mettre des petites choses en œuvre. Ça va être de prendre la parole lors de réunions. Ça va être justement donner plus de conférences, parce que parler en public, pour moi, c'est stressant. C'est un exercice avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Mais voilà, travailler sur l'estime de moi et la confiance en moi, ça va être sortir de ma zone de confort. Donc ça va passer, pour le moment en tout cas, ça passe vraiment par parler en public. Parler de sujets que je maîtrise mais que j'estime ne pas maîtriser. Donc ça va être me confronter justement aux questions du public, ça va être essayer de faire passer mes idées. Voilà, donc c'est un peu ce travail-là sur lequel je vais travailler, en tout cas cette année. Je saisis les opportunités qui se présentent à moi pour sortir de ma zone de confort. Donc ça va être, on m'a demandé si je voulais donner une formation, j'ai dit oui. On m'a demandé si je voulais participer aux ailes de la science, donc c'est pour parler justement de la place des femmes dans les sciences. Et j'ai dit oui. Enfin voilà, en fait là je suis en train de dire oui à pas mal de choses avec lesquelles je suis pas à l'aise, pour justement faire en sorte que je devienne à l'aise avec tout ça. Et t'as dit oui pour ce podcast aussi. Et j'ai dit oui à ce podcast aussi. C'est vrai. Tout à fait. Là, je vais participer aux ailes de la science le 8 mars. Et du coup, c'est la place des femmes dans les sciences. Et donc, ça va être de parler, moi, de mon parcours en tant que femme dans une carrière scientifique, quoi. Mais pour moi, c'est bon.
Allez, je suis là. L'être extraordinaire dans l'ordinaire, un podcast de Sarah Fontès, produit par l'association Méandre, réalisé par Sarah Fontès, accompagnée de Gary Rance. Mixage réalisé par Bruno Lair et musique du bricolographe. Merci à Camille pour sa confiance. Retrouvez tous les épisodes de l'être extraordinaire dans l'ordinaire sur méandre.org et sur vos différentes plateformes de podcast.